en pleine mutation. On va commencer, je vais poser une série de questions et puis on va essayer de discuter ensemble. Et je serai assisté par Anne qui va donner les instructions. Anne, vous avez la parole. Oui, merci bien. Oui, je suis Anne de Jopaigo aux États-Unis et je vais juste vous dire quelques mots de logistique. Vous êtes donc dans la table 2 sur le plaidoyer. On aimerait un peu faire semblant que nous sommes autour d'une même table, même si ce n'est pas à Pattaya City en Thaïlande, mais qu'on ait un contact humain. Sachant que les raisons sont peut-être pas assez solides, si le son n'est pas fort, on peut éteindre les vidéos, mais si vous avez la possibilité d'allumer vos vidéos, ce serait sympathique. Et puis, bon, on est seulement 5 ou 6, donc on n'a peut-être pas besoin d'être trop formel, mais si vous voulez utiliser la fonction « lever la main », ça peut aider Célestin à modérer, à faciliter la conversation. Et puis, on va aussi suivre un peu les réflexions dans la boîte de discussion, la chat. Et puis, comme vous avez peut-être remarqué, l'annonce, je viens de commencer un enregistrement pour qu'on ait un rapport, enfin, on puisse retourner et revoir un peu comment la discussion s'est déroulée. Et puis, on va aussi, on vous demande, vous pouvez mettre dans la boîte chat votre nom, votre organisation. On a déjà commencé un peu à se présenter les uns aux autres. Mais on va aussi on va essayer quelque chose d'un peu nouveau et montrer d'où vous vous branchez sur cette belle carte du monde que les organisateurs de la conférence nous ont donnée. Alors, pour cela, si vous regardez en haut de votre écran, là où je fais ma présentation, vous devriez voir en haut une barre en vert qui dit, en anglais, vous êtes en train de voir l'écran de Anne Pitzer. Est-ce que vous voyez cette barre? Est-ce que vous pouvez mettre votre souris sur cette barre et il y a un ruban d'icônes qui s'allume? Vous devez choisir Annotate ou View Options et puis ensuite Annotate. Vous me suivez? Et une autre barre, un autre ruban s'allume que vous voyez là et ça dit Stamp. Et sur la Stamp, vous deviez trouver des icônes comme une étoile ou un cœur. Alors, bon. je vous demande de trouver l'étoile ou le cœur et de placer sur le pays d'où vous vous branchez, sur l'écran ici. D'accord. Étoile ou cœur? Voilà. Cœur ou étoile, d'accord. Bon. Yeah. OK. Ah, vous avez déjà mis à Burkina Faso. Vous pouvez mettre une seconde étoile, hein, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Moi, je ne vois pas bien. Un peu. Donc, le ruban vert. Oui. Si vous mettez votre souris dessus, vous devriez peut-être voir quelque chose qui dit View Options. Si vous cliquez sur ça, il y a un des menus qui dit Annotate en anglais. Oui, voilà, on voit un cœur sur la RDC. Et puis ensuite, il y a un ruban où ça dit en anglais Stamp ou tampon, ça veut dire tampon. Et vous pouvez choisir une étoile ou un cœur. Je vois un cœur, c'est en Chine ou quelque chose. Mais il faut ne le mettre qu'une fois parce que, et puis ensuite, quand vous avez fini, vous pouvez faire marquer sur la croix rouge pour ne pas continuer à mettre des étoiles. OK.
Ouais, En tout- Anne, je suis désolé, j'ai mis beaucoup de, j'ai mis un cœur, j'ai mis une étoile, et puis une de mes étoiles est partie, et mon cœur est parti en Océanie. Sorry. Mais en fait, j'ai réussi à mettre deux, c'est bon. C'est bon, je crois que c'est bon. Ouais. Donc, je vais juste rapidement... Comme ça, il va faire le tour du monde. Ah, C'est peut-être les aspirations, ce qu'on voudrait faire comme voyage, y compris dans l'océan Pacifique. voilà, exact. Oui. OK, je vais effacer tout ça parce que j'ai déjà pris la photo et on va passer la parole à Célestin et j'enlève les diapos. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Anne, de me donner la parole. Merci une fois de plus à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, parce qu'ici, c'est le soir, de l'autre côté, c'est bonjour. Moi, je vais juste pour poser des questions et puis à travers dans ces questions, c'est une table ronde de discussion et ça, c'est ouvert, une série de questions que je vais poser et on va répondre ensemble et en discutant et harmoniser également nos points de vue. Et on va donner 2 à 3 minutes à tout un chacun pour répondre donc, aux différentes questions qui seront posées. Et s'il y a une question sur laquelle vous ne comprenez pas, je suis assez ouvert pour nous interpeller pour qu'on puisse poser. Il y a la possibilité donc de répondre à la question à travers vous levez la main à travers les instructions raise your hand et puis on vous donne la parole, vous pouvez répondre. Également, vous pouvez répondre également dans le chat si vous ne vous sentez pas à l'aise ou parler. Donc, on donne les deux options. La première question également, c'est pour moi, c'est de voir comment et dans quelle mesure pensez-vous que le mouvement FP2020 a pu mobiliser donc, les acteurs au niveau mondial, régional, national autour des questions de la planification familiale? C'est une question assez ouverte. Je répète, c'est comment et dans quelle mesure pensez-vous que le mouvement FP2020 a pu mobiliser donc, les acteurs au niveau mondial, régional et national autour des questions de la planification familiale? Comme vous le savez, FP2020 est devenu maintenant FP2030 avec de nouveaux engagements à l'horizon 2030. Donc, on voudrait voir avec vous comment, en quelle mesure pensez-vous que le mouvement FP2020 a pu mobiliser donc, des acteurs au niveau mondial, au niveau régional, national autour de la question de la planification familiale? Vous avez la parole, qui veut la prendre? Oui, je ne vois pas là où on lève la main, mais j'ai hâte de répondre. OK, d'accord. Vas-y. Alors. Désolé. Hein. OK. Ouais, pour moi, je pense que FP 2020 a été un grand mouvement en ce sens que elle a pu mobiliser vraiment les premières autorités, les premiers responsables des pays. Quand je prends par exemple au niveau le cas du Burkina Faso, c'est grâce à FP 2020 qu'il y a eu vraiment des engagements très sérieux en ce qui concerne la planification familiale à Londres. Et voilà, c'est de là-bas d'ailleurs qu'est partie la gratuité des soins que nous vivons actuellement au Burkina Faso suite à l'engagement donc de Londres. Donc pour moi, c'est le côté mobilisation des premières autorités au niveau international et les interpellations et le fait d'amener les autorités à prendre les engagements. Merci. OK. Merci beaucoup, Dipama. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir? Ouais. Je voulais réagir en ajoutant, c'est Dr Alain de RDC et je suis staff d'une Gender Health en RDC, précisément à Kinshasa. Voilà. Alors, je voulais ajouter à ce que Dipama a dit, il y a non seulement cet engagement international, mais on a vu des pays individuellement s'engager dans ces mouvements. Nous avons vu, par exemple, au pays, la première fois que le pays a pris, disons, un engagement ferme de pouvoir, disons, financer la planification familiale en faisant une promesse
de faire les achats de commodités de la planification familiale. Bon, et puis, on a tenté, bien que c'est difficile, mais on a pu tenter et peut-être une fois, deux fois, on a eu un certain pourcentage de décaissement des fonds de la part du gouvernement. Ça, c'est un. De deux, avec le mouvement FP 2020, on a vu qu'au niveau peut-être régional et au niveau national, il y a eu, disons, une réveil de conscience de différents partenaires, de différents acteurs au niveau national qui se sont dit, tiens, il y a possibilité de faire quelque chose ensemble et de façon vraiment concertée et coordonnée. Et donc, à ce niveau-là, on a vraiment vu un engagement. Et déjà, des plateformes vraiment nationales qui réfléchissent sur la planification familiale, des types groupes de travail vraiment spécifiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus qui a été une impulsion de FP 2020. Oui, merci. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Alain. Maria, tu veux ajouter quelque chose? C'est bon? OK, d'accord, parfait. Donc, Anne, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, ça va? Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour vos éléments de réponse. En clair, le mouvement FP 2020 au niveau mondial a permis donc aux pays de prendre des engagements et également au niveau des pays donc de s'engager à la mobilisation des ressources pour pouvoir accompagner donc les politiques au niveau national, tout ce qui est acteur également. Il y a aussi la création de plateformes au niveau national, régional pour des concertations. Et sans oublier également la connexion entre FP 2020 et l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, et qui ensemble travaillent à ce que vraiment puisse booster l'accès des femmes au service de planification familiale. Cela est vraiment très important et ça peut compter aussi parmi donc, les acquis donc, de FP 2020 pour la période passée. Pour passer à la deuxième question, c'est en tant que membre d'organisation œuvrant pour l'accès des femmes à la planification familiale, comment vous vous êtes senti au niveau national de l'implication et l'atteinte des objectifs de FP 2020 dans votre pays? Est-ce que vous vous êtes senti impliqué dans l'atteinte des objectifs de FP 2020 dans votre pays? Est-ce que, par exemple, à RDC, vous vous êtes senti impliqué ou vous êtes impliqué sur les questions vraiment d'atteinte des objectifs et également des engagements de votre pays? Comment vous vous êtes senti vraiment par rapport à cela? Dr. Alain ou Jackson Camber, ou oui, si quelqu'un. Oui, Dr. Alain, oui, you have the floor. Vous avez la parole. Dr. Alain, vous êtes en mute. Vous avez muté votre micro. Sorry. Oui, j'ai levé la main, mais en fait, j'étais mute, désolé. Alors oui, en fait, on a, dans l'engagement pour l'atteinte des objectifs, en tout cas, on peut dire que disons, les différents niveaux de plateformes mises en place au niveau national, où presque tous les partenaires, disons, sont invités à participer. Et cela, au fait, nous a permis de s'approprier certains résultats, bien que, disons, des enquêtes ou bien, des enquêtes ou des collectes de données qui sont faits sur une partie des pays. Et une fois qu'ils sont présentés dans ces différentes plateformes, on peut vraiment voir que, voilà, interpeller, oui, dans ces pourcentages, il y a ma contribution, il y a la contribution de tels. Et là, c'est vraiment un niveau qui interpelle, mais aussi qui interpelle les gens, les acteurs pour dire voilà les résultats et que nous avons tous atteints parce qu'on est peut-être chacun dans une zone de santé, dans une série de districts, dans une série de communautés. Mais quand les résultats viennent, ce sont les résultats vraiment globaux pour tous les pays ou toute la région et toutes les zones. Et on peut se retrouver dans ces résultats atteints, qu'ils soient faibles ou bons. Voilà. Mais une question spécifique à vous, docteur Alain, de la RDC, c'est de voir, est-ce que pour la RDC qui fait, si je me rappelle, si ma mémoire répond, qui fait 80 millions d'habitants, avec Kinshasa qui fait à peu près 9 millions d'habitants, comment on fait pour... Hein? 15 millions maintenant. Kinshasa fait 15 millions d'habitants. Oui, on approche 15 millions, oui, parce que ce sont des estimations et en tout cas, on estime actuellement, l'Institut national des statistiques estime qu'on peut atteindre 15 millions, ouais.
Ouais, parce que je me rappelle qu'en décembre, j'étais là-bas et j'ai eu des embouteillages, j'ai préféré marcher à pied, j'arrivais mieux que la voiture. Merci. Pour revenir, en fait, comment vous faites pour la consolidation des données pour les engagements de la RDC pour FP20, vu qu'au regard de la taille du pays et tout, comment vous faites le système national de consolidation des résultats, comment cela est fait spécifiquement pour la RDC? Je m'excuse auprès des autres participants, je reviendrai également à vous pour ma question précédente. Bon, oui, si j'ai des bonnes réponses à ça, je ne sais pas dire oui. Mais ce qui est sûr, l'immensité du pays, vous avez raison, oblige à ne pas avoir à ne pas être trop ambitieux et dire qu'on va couvrir tous les pays pour avoir les informations sur tous les pays. C'est comme ça qu'on a de projets ou des approches qui visent certaines provinces et ces provinces peuvent être constituées comme des échantillons et pour pouvoir faire l'estimation. Et là, on voit le PMEA 2020 qu'on réalise à Kinshasa, qu'on réalise aussi dans la province du Congo central. Et cela peut nous aider à avoir une image des pays, de l'ensemble du pays. Bien sûr qu'il y a aussi des initiatives de certaines autres provinces, mais principalement les deux. Et puis, on associe aussi les mix qu'on vient de réaliser, oui, pour 2018-2020, qu'on vient de finaliser. Et ça nous donne une idée sur les données d'impact. Mais il y a aussi maintenant le logiciel DHIS2, disons le système d'information sanitaire du pays est passé à un système informatisé ou Internet avec le DHIS2, qui nous permet de voir certaines informations, bien que la complétude dans ces logiciels n'est pas très, très forte, autour de 70-80%. Mais il y a des provinces qui sont à 100, mais il y a d'autres provinces où, disons, la connexion Internet d'abord, pour accéder à la connexion, pour encoder les données, les cadres de district font des jours pour accéder à l'Internet. Donc, c'est un peu ça. Mais nous comptons plus sur les PMEA 2020 que nous réalisons, que les pays réalisent avec l'École de santé publique de Kinshasa, à Kinshasa et au Congo central, et les mix qui se fait, mais qui n'est pas de façon très répétitive, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Alain, pour ces contributions. Le Congo central avec Mboula Lodge. Merci beaucoup. Mboula Lodge. Vous connaissez Kinshasa à Compaoré. Merci. Je donne la parole merci beaucoup à Jackson Camber. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. En fait, en tant que membre de l'organisation Evra pour l'accès à la PF, d'abord, nous avons organisé au niveau des communautés des ateliers avec les champions déjà, où nous faisons des sensibilisations au niveau des églises avec notre TM, l'approche sur la transformation de la masculinité. Et nous avons ajouté aussi l'aspect de la planification familiale. Alors, avec les champions déjà, nous sensibilisons au niveau des communautés, au niveau des églises, donc des congrégations, pour faire adhérer les membres des congrégations à l'utilisation de nouvelles méthodes sur la planification familiale, d'adhérer aux méthodes pour l'espacement des naissances. Et à cela aussi, nous avons organisé des activités au niveau des radios locales, au niveau radio sur la sensibilisation par rapport à la PF. Par exemple, on fait ça sur la radio Sangamou, la radio ECC et aussi la radio Top Congo de Kinshasa. Donc, nous sensibilisons sur ces questions, sur les médias, et cela nous aide aussi à atteindre cet objectif. C'est vrai, la RDC, c'est encore un grand défi puisqu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la couverture sanitaire. C'est un problème très sérieux. La sensibilisation, nous devons la continuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les congrégations, puisque si les leaders religieux adhèrent à l'approche, cela aura plus d'impact au sein de la communauté globalement. Et avec les médias, nous atteignons plus de monde avec plus de facilité au niveau de Kinshasa, aller par là de la PF et aussi de la lutte contre la violence à partir de cette approche que nous utilisons. Une question rapide, si vous pouvez répondre. Oui, OK.
D'accord. Avant de passer au Burkina, je vais juste poser une question succincte, si vous pouvez me répondre succinctement. Comment vous faites pour la transformation des leaders religieux pour qu'ils s'engagent sur les questions de paix, vu que certains sont, c'est assez une question complexe, succinctement. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Avec les leaders, donc, nous nous sommes engagés avec l'ECC, donc ce qu'on appelle les églises du Christ au Congo, qui regroupe plusieurs églises, plusieurs communautés au niveau de la RDC. Alors, nous les avons parlé par rapport à l'approche de la TM. Est-ce que nous voulons faire que? Alors, nous faisons d'abord les leaders au niveau national, c'est-à-dire nous parlons au niveau de la présidence de l'ECC. Nous faisons formation des ateliers avec les représentants légaux des différentes communautés pour les expliquer ce que nous voulons faire afin de les faire adhérer à notre approche. Et puis, lorsque nous donnons déjà l'aval, nous descendons au niveau de la base avec les leaders religieux au niveau paroissial. Alors, Monsieur Jackson, Monsieur Jackson, très bien. Oui. Vu qu'il y a aussi, il nous reste 7 minutes pour terminer, il y a Monsieur Dipamo aussi qui avait levé la main pour répondre à la première question. Est-ce que on peut lui accorder quelques temps, le temps de revenir parce qu'il y a aussi une autre question qui reste. OK, merci beaucoup. Vous pouvez écrire sur le chat box, s'il vous plaît. Oui. Oui, juste aller rapidement pour répondre à 2 niveaux. D'abord, en tant qu'ancien membre des organisations de la société civile, il faut se dire que FP 2020 a permis, donc, avec les engagements que l'État a pris, à ce que les organisations de la société civile aient un rôle donc, de redevabilité, c'est-à-dire le suivi des engagements. Et dans ce cadre, le gouvernement avait pris l'engagement, par exemple, d'obtenir le financement au niveau des collectivités territoriales. Et les organisations de la société civile ici ont fait ce plaidoyer, contribué au plaidoyer donc, pour l'allocation budgétaire au niveau des collectivités territoriales. Et maintenant, en tant qu'organisation, c'est-à-dire mon organisation à moi, Pathfinder, c'est non seulement l'accompagnement technique donc, des organisations de la société civile, mais aussi fédérer les autres organisations qui font le plaidoyer et qui font également le suivi des engagements. C'est-à-dire ici, nous avons le groupe technique santé de la reproduction, dont Pathfinder accompagne également pour pouvoir donc, aller dans ce suivi. Il y a aussi l'accompagnement au niveau également sur le plan technique, au niveau des prestations de services. Pathfinder accompagne le gouvernement donc, au renforcement des capacités donc, des prestataires et subventionne également quelques produits contraceptifs. Très bien. Merci beaucoup, M. Dipama. Je ne sais pas si Marie voulait dire quelque chose, succinctement. Non, je voulais tout simplement demander au cas de la RDC quel type d'activités ils font concernant les plaidoyers auprès du gouvernement. Je comprends bien les sensibilisations qu'ils font avec les leaders religieux, etc. Mais au niveau du gouvernement, où parfois la situation elle est compliquée dans ces pays, bon, un peu partout la région, mais en RDC, on sait que parfois il y a des restrictions, la situation politique elle est compliquée, etc. Et cela a quand même des impacts dans tous les secteurs de la santé sexuelle et reproductive en large. Donc, je voulais savoir si les organisations qui représentent M. Cambere et Dr. Alain font des activités de plaidoyer avec le gouvernement. Quel type d'activités sont celles-ci un peu pour mieux comprendre les activités qui sont faites dans ce sens en RDC. Donc voilà, j'avais levé la main, je sais qu'on a déjà passé au Burkina, mais voilà, c'était ça. Merci. OK, merci beaucoup Maria. Et pour le collègue d'AEDC, vous pouvez répondre dans le chat box pour nous permettre de gagner en temps. Vous pouvez taper, répondre dans le chat box au mail, à la question de Maria. Moi, il y a une question que je voulais revenir pour faire le tour de la table. Vous savez que FP 2020 est arrivé, à terme, il y a de nouveaux engagements, FP 2030, mais tirant les leçons en fait des mutations des bailleurs de fonds. Parce qu'au cours de la mise en œuvre des engagements de FP 2020, il y a certains bailleurs de fonds qui ont des changements de stratégie de financement,
d'autres manières de faire, et cela a dû certainement impacter l'atteinte des engagements des RP 2020 dans certains pays. Comment pensez-vous que pour l'atteinte de nouveaux objectifs des RP 2030, on peut mieux faire pour être plus résilient, pour atteindre les objectifs de RP 2030? Parce qu'également, il y a d'autres crises, par exemple, au-delà des questions de bailleurs de fonds, il y a d'autres crises comme la pandémie de Covid-19 et aussi des crises de financement également à certains niveaux. Certains pays qui n'ont pas eu leur plan national financé. Moi, je me rappelle d'un exemple que j'ai vu dans certains pays, en Afrique centrale, où il y a des pays où le plan national peut être financé à 100% par des bailleurs, et des pays dans d'autres pays où le plan national PEV n'est pas financé, c'est juste financé peut-être à 30%, et le reste, c'est le gouvernement. Donc, comment vous pensez que les pays peuvent faire pour être plus résilients face donc à ces crises? Bon, je pense que c'est vraiment une très bonne question. Cette résilience, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir maintenir les acquis. Mais je pense qu'il faut d'abord que pour moi, on devrait fonder les nouveaux plans stratégiques sur les acquis du plan passé qui a vraiment démontré qu'on a quand même fait quelque chose. Et on ne devrait pas mettre à côté tous ces acquis-là. Je pense qu'il faut fonder vraiment les actions sur ce que nous avons fait la période passée, notamment mettre en place, disons, des mécanismes de renforcer les plaidoyers entre acteurs et gouvernement pour que le gouvernement s'implique davantage. Bon, maintenant, parce que tous les pays sont touchés et il faut vraiment d'abord compter sur ses propres capacités. Et donc, il faut vraiment convaincre les gouvernements à compter sur ses propres capacités. Et je prends l'exemple de la RDC où peut-être 2% ou au maximum 5% seulement de fonds que le gouvernement a pris comme engagement a été décaissé. Et cette instabilité-là ne permet pas aux gens de vouloir évoluer. Donc, les plaidoyers restent un axe vraiment très, très important pour qu'on puisse avoir une résilience. De deux, il faut plus un engagement de la communauté. Un engagement vraiment, implication de la communauté, que les communautés peuvent se prendre en charge, surtout en matière de planification familiale. Par exemple, le déplacement des commodités. On voit des commodités expirer dans des coins alors que les communautés n'en ont pas, alors qu'ils sont étalés dans les structures. Ça, on doit travailler aussi sur la communauté, oui. Donc, je note dans le résumé, votre point de vue, c'est compter sur soi-même, la mobilisation de ressources endogènes par le gouvernement, renforcer l'engagement et aussi travailler sur les commodities pour faciliter l'accès au nom des populations. Certainement, entre autres également, l'introduction de nouvelles méthodes comme le DMP-SC qui permet aux femmes d'être plus autonomes également, surtout dans les périodes de crise. Est-ce qu'une autre personne voudrait prendre la parole pour quelques instants? Vous voulez répondre à la question? Merci beaucoup, Dr. Alain. Dipama ou Jackson? Oui, je voulais ajouter un peu, avoir par exemple les modèles de Thaïlande. Avoir les modèles par rapport à la PEV. Nous devons continuer à faire les plaidoyers pour que réellement les gouvernements soient responsables. Puisque s'il y a des actions concrètes avec les gouvernements, la PEV doit être réellement implémentée à tous les niveaux. Puisque avoir les modèles de Thaïlande qui a réussi à partir des gouvernements, des leadership forts, cela a permis réellement la PEV puisse s'installer partout au niveau de Thaïlande et cela puisse être accessible. Et à partir de là, au niveau de la couverture sanitaire universelle de notre pays, donc nous devons aussi parvenir à faire les plaidoyers à ce niveau-là. Puisque si les pays peuvent faire la couverture sanitaire comme sa priorité, cela va aider à atteindre plus des objectifs. Alors, à partir de là, c'est maintenant qu'on peut faire annexer les aspects endogènes. Les aspects endogènes où la population peut s'impliquer par les sensibilisations locales avec des volontaires qui vont sensibiliser au niveau local et pour les amener à accepter l'approche, mais d'abord que les gouvernements
le gouvernement puisse prendre la responsabilité et cela va aider. Puisque si on étudie, par exemple, avec notre sur la RDC, ou avec notre sur la RDC où la croissance démographique est à flamber, donc nous aurons un problème, la gestion des ressources, la gestion des terres, même au niveau de la planification de l'État, ça sera un problème extrêmement sérieux pour l'État congolais. Puisque une famille très pauvre avec 5, 8 enfants, c'est déjà un problème très sérieux pour la République. Okay. Merci beaucoup pour cette réaction. C'est parce qu'il y a une autre réaction avant qu'on ne pose une dernière question, parce que là, nous sommes à moins de 5 minutes de la fin. Mais les autres, on peut continuer les discussions sur le chat, on peut envoyer. Effectivement, il y a la question de l'irrévocabilité. Je vois Anne qui a réagi là-dessus. Il y a la question de l'irrévocabilité également au niveau de nos gouvernants, parce qu'il y a aussi les investissements qu'on fait, mais l'État ne parle pas ou aussi ne rend pas compte de ce qu'elle fait. Ça, c'est vraiment important. Et il n'est pas seulement au niveau des gouvernants, mais aussi toute la réflexion se devoir au niveau même des acteurs de la société civile. Parce que dans certains pays, les gens interviennent, mais il n'y a pas de l'irrévocabilité envers les bénéficiaires, ni également envers le gouvernement. D'où la nécessité, en fait, pour moi, je pense que le gouvernement devrait travailler non seulement sur le leadership, à travers non seulement la responsabilité, l'engagement ferme de pouvoir compter sur soi-même ses propres ressources. Parce qu'il y a des pays où vous arrivez, c'est peut-être l'UNFPA ou la Banque mondiale, d'autres bailleurs qui supportent toute la grande partie de la paix. Imaginez un jour que, par exemple, dans des situations de crise comme la pandémie de Covid, ces organisations n'ont plus de fonds et sont touchées par ces questions. Donc, à un moment donné, on risque de se trouver dans une situation de crise. C'est d'avis qu'il faut effectivement qu'on pense à les questions de l'irrévocabilité, qu'on pense également à les questions du plaidoyer. Le plaidoyer reste également un moteur essentiel dans ce processus parce que là, il faut non seulement changer le mécanisme de financement, trouver de nouvelles ressources au niveau local endogènes pour supporter le plaidoyer, supporter l'accès des femmes au service de planification familiale et aussi revoir notre façon de faire. Est-ce qu'il nous reste combien de temps, Anne? On est censé s'arrêter, en fait. C'est un peu dommage qu'on a commencé en retard. Avant de conclure, oui, quelques secondes avant de conclure. On va conclure. Oui, j'étais en train d'écrire, mais je vois que l'écriture est un peu lente. Juste dit que, en plus de ce que j'ai proposé en haut, les organisations, la place des organisations, la société civile, il est important également de décentraliser et déconcentrer le plaidoyer. Ça veut dire que les textes des engagements sont pris, mais avec le processus de décentralisation, la gestion est souvent au niveau local. Donc, c'est de travailler à renforcer également la connaissance de ces textes au niveau local et aussi renforcer l'engagement de ces collectivités-là au niveau de la base, que chacun mette sa part, sa main dans la pâte, comme on le dit, pour les questions de planification familiale. Voilà. Parfait. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on prend les engagements, il faudrait qu'on travaille à ce que ces engagements soient connus donc, au plus bas niveau par les populations, par les responsables au niveau des communautés. Je parle par exemple des élus de cour, je parle des groupements de femmes, des groupements de jeunes, à ce que ces engagements soient connus et appropriés. Parce qu'il y a des engagements qui restent dans les tiroirs des ministères, soit de la Santé ou des ministères des Affaires étrangères, et ce n'est pas connu donc, au niveau des pays. Les politiques locales ne sont pas adaptées par rapport à ces engagements que le pays prend au niveau international. Il s'avère important en tout cas de travailler à ce que cela soit vraiment pris en compte. Une question essentielle, c'est les questions de l'irrévocabilité. Rendre compte de la situation, rendre compte de ce qu'on fait, c'est important parce que ça permet au gouvernement d'avoir également une photographie réelle de la situation. Parce qu'il y a des pays où on intervient, les gens font du travail, mais on ne voit pas, le gouvernement ne voit pas. D'où la nécessité pour que le gouvernement prenne le leadership. Nous sommes à 57 secondes. Pour moi, c'était un plaisir pour moi de modérer cette session. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Et je vais applaudir en ligne comme si on était en Thaïlande. Merci à tous. Merci. Très intéressant. Bon courage. Merci. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Anne. Merci. Merci. Members that make up who we sometimes refer to as an umbrella term, the youth. All of that is